sensible obéit aux impulsions de la nature et ne rend précisément que le cri de son cœur au moment où il tempère ou force ce cri, ce n'est plus lui, c'est un comédien qui joue. Le grand comédien observe les phénomènes, l'homme sensible lui sert de modèle, il le médite et trouve de réflexion ce qu'il faut ajouter ou retrancher pour le mieux, et puis des faits encore, après des raisons. À la première représentation d'Inès de Castro, à l'endroit où les enfants paraissent, le parterre se mit à rire. La Duclos qui faisait Inès, indignée, dit au parterre « Ris donc, sot parterre, au plus bel endroit de la pièce ». Le parterre l'entendit, se contint, l'actrice reprit son rôle et ses larmes et celles du spectateur coulèrent. Quoi donc? Est-ce qu'on passe et repasse ainsi d'un sentiment profond à un sentiment profond, de la douleur à l'indignation, de l'indignation à la douleur? Je ne le conçois pas, mais ce que je conçois très bien, c'est que l'indignation de la Duclos était réelle et sa douleur simulée. Quinault Dufresne joue le rôle de Sévère dans Polyeucte. Il était envoyé par l'empereur Décius pour persuader les chrétiens. Il confie ses sentiments secrets à son ami sur cette secte calomniée. Le sens commun exigeait que cette confidence, qui pouvait lui coûter la faveur du prince, sa dignité, sa fortune, la liberté et peut-être la vie, se fît à voix basse. Le parterre lui crie plus haut. Il réplique au parterre « Et vous, messieurs, plus bas, est-ce que s'il eût été vraiment sévère, il fût redevenu si prestement Quinault? Non, vous dis-je, non. Il n'y a que l'homme qui se possède, comme sans doute il se possédait, l'acteur rare, le comédien par excellence, qui puisse ainsi déposer et reprendre son masque. Le Cain-Ignace descend dans le tombeau de son père, il y égorge sa mère, il en sort les mains sanglantes, il est rempli d'horreur, ses membres tressaillent, ses yeux sont égarés, ses cheveux semblent se hérisser sur sa tête. Vous sentez frissonner les vôtres, la terreur vous saisit, vous êtes aussi éperdu que lui. Cependant, le Cain-Ignace pousse du pied vers la coulisse une pendeloque de diamants qui s'était détachée de l'oreille d'une actrice. Et cet acteur-là sent, cela ne se peut. Direz-vous qu'il est mauvais acteur? Je n'en crois rien. Qu'est-ce donc que le Cain-Ignace? C'est un homme froid qui ne sent rien, mais qui figure supérieurement la sensibilité. Il a beau s'écrier « Où suis-je » je lui réponds « Où tu es ?» Tu le sais bien, tu es sur des planches et tu pousses du pied une pendeloque vers la coulisse. Un acteur est pris de passion pour une actrice. Une pièce n'est mise par hasard en scène dans un moment de jalousie. La scène y gagnera si l'acteur est médiocre, elle y perdra s'il est comédien. Alors le grand comédien devient lui et n'est plus le modèle idéal et sublime qu'il s'est fait d'un jaloux. Une preuve qu'alors l'acteur et l'actrice se rabaissent l'un et l'autre à la vie commune, c'est que s'ils gardaient leurs échasses, ils se riraient au nez. La jalousie, ampoulée et tragique, ne leur semblerait souvent qu'une parade de la leur. Le second interlocuteur. Cependant, il y aura des vérités de nature. Le premier interlocuteur. Comme il y en a dans la statue d'un sculpteur qui a rendu fidèlement un mauvais modèle, on admire ces vérités, mais on trouve le tout pauvre et méprisable. Je dis plus, un moyen sûr de jouer petitement, mesquinement, c'est d'avoir à jouer son propre caractère. Vous êtes un Tartuffe, un avare, un misanthrope. Un misanthrope, vous le jouerez bien, mais vous ne ferez rien de ce que le poète a fait, car il a fait lui le Tartuffe, l'avare et le misanthrope. Le second interlocuteur. Quelle différence mettez-vous donc entre un Tartuffe et le Tartuffe? Le premier interlocuteur. Le commis Billard est un Tartuffe. L'abbé Grisel est un Tartuffe, mais il n'est pas le Tartuffe. Le financier Toinard était un avare, mais il n'était pas l'avare. L'avare et le Tartuffe ont été faits d'après tous les Toinards et tous les Grisel du monde. Ce sont leurs traits les plus généreux, les généraux et les plus marqués, et ce n'est le portrait exact d'aucun. Aussi personne ne s'y reconnaît-il. Les comédies de vers et même de caractère sont exagérées. La plaisanterie de société est une mousse légère qui s'évapore sur la scène. La plaisanterie de théâtre est une arme tranchante qui blesserait dans la société. On n'a pas, pour des êtres imaginaires, le ménagement qu'on doit à des êtres réels. Le satire est d'un Tartuffe et la comédie est du Tartuffe. Le satire, la satire
poursuit un vicieux, la comédie poursuit un vice. S'il n'y avait eu qu'une ou deux précieuses ridicules, on en aurait pu faire une satire, mais non pas une comédie. Allez-vous-en chez Lagrenet, demandez-lui la peinture et il croira avoir satisfait à votre demande lorsqu'il aura placé sur sa toile une femme devant un chevalet, la palette passée dans le pouce et le pinceau à la main. Demandez-lui la philosophie et il croira l'avoir faite lorsque devant un bureau, la nuit à la lueur d'une lampe, il aura appuyé sur le coude d'une femme en négligé, sur le coude d'une femme en négligé, échevelée et pensive, qui lit ou qui médite. Demandez-lui la poésie et il peindra la même femme dont il scindra la tête d'un laurier et à la main de laquelle il passera un rouleau. La musique, ce sera encore la même femme avec une lyre au lieu de rouleau. Demandez-lui la beauté et demandez même cette figure à un plus habile que lui, ou je me trompe fort, ou ce dernier se persuadera que vous n'exigez de son art que la figure d'une belle femme. Votre acteur et ce peintre tombent tous deux dans un même défaut, et je leur dirai, votre tableau, votre jeu ne sont que des portraits d'individus forts, au-dessous de l'idée générale que le poète a tracée, et du modèle idéal, dont je me promettais la copie. Votre voisine est belle, très belle, d'accord, mais ce n'est pas la beauté. Il y a aussi loin de votre ouvrage à votre modèle que de votre modèle à l'idéal. Mais ce modèle idéal ne serait-il pas une chimère? Non. Mais puisqu'il est idéal, il n'existe pas. Or, il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait été dans la sensation. Il est vrai, mais prenons un art à son origine, la sculpture par exemple. Elle copia le premier modèle qui se présenta, elle vit ensuite et qu'il y avait des modèles moins imparfaits qu'elle préféra. Elle corrigea les défauts grossiers de ceux-ci, puis les défauts moins grossiers jusqu'à ce que, par une longue suite de travaux, elle atteignit une figure qui n'était plus la nature. Et pourquoi? C'est qu'il est impossible que le développement d'une machine, aussi compliquée qu'un corps animal, soit régulier. Allez aux Tuileries ou aux Champs-Élysées un beau jour de fête, considérez toutes les femmes qui rempliront les allées, et vous n'en trouverez pas une seule qui ait les deux coins de la bouche parfaitement semblables. La Danaé du Titien est un portrait, l'amour placé au pied de sa couche est idéal. Dans un tableau de Raphaël qui a passé de la galerie de Thiers dans celle de Catherine II, le Saint-Joseph est une nature commune, la Vierge est une belle femme réelle, l'enfant Jésus est idéal. Mais si vous en voulez savoir davantage sur ces principes spéculatifs de l'art, je vous communiquerai mes salons. J'en ai entendu parler avec éloge par un homme de goût fin et d'un esprit délicat, suave, et par une femme qui possède tout ce que la pureté d'une âme angélique ajoute à la finesse du goût, Madame Necker. Mais rentrons dans notre sujet. J'y consens, quoique j'aime mieux louer la vertu que de discuter des questions aussi oiseuses, assez oiseuses. Quinault Dufresne, glorieux de caractère, jouait merveilleusement le glorieux. Il est vrai, mais d'où savez-vous qu'il se joue à lui-même? Ou pourquoi la nature n'en aurait pas fait un glorieux très approché de la limite qui sépare le beau réel du beau idéal, limite sur laquelle se jouent les différentes écoles? Je ne vous entends pas. Je suis plus clair dans mes salons, où je vous conseille de lire le morceau sur la beauté, en général. En attendant, dites-moi, Quinault Dufresne est-il Orosman? Non. Cependant, qui est-ce qui l'a remplacé, le remplacera dans ce rôle? Était-il l'homme du préjugé à la mode? Non. Cependant, avec quelle vérité ne le jouait-il pas? À vous entendre, le grand comédien est tout et n'est rien. Et peut-être est-ce que parce qu'il n'est rien, qu'il est tout par excellence, sa forme particulière ne contrariant jamais les formes étrangères qu'il doit prendre. Entre tous ceux qui ont exercé l'utile les belles professions de comédien ou de prédicateur laïque, un des hommes les plus honnêtes, un des hommes qui en avait le plus la physionomie, le ton et le maintien, le frère du diable boiteux de Gilles Blas, du bachelier de Salamanque, Montménil, le fils de la sage, père commun de toute cette plaisante famille, faisait avec un égal succès Ariste dans la pupille, Tartuffe dans la comédie de ce nom, Mascari dans les fourberies de Scapin, l'avocat ou Guillaume dans la farce de Patelin. Je l'ai vu. Et à votre grand étonnement, il avait le masque de ces différents visages. Ce n'était pas naturellement, car nature ne lui avait donné que le sien, il tenait donc les autres de l'art.
Est-ce qu'il y a une sensibilité artificielle? Mais soit factice, soit innée, la sensibilité n'a pas lieu dans tous les rôles. Quelle est donc la qualité acquise ou naturelle qui constitue le grand acteur dans l'avare? Le joueur, le flatteur, le grondeur, le médecin malgré lui, l'être le moins sensible et le plus immoral que la poésie, et encore imaginé, le bourgeois gentilhomme, le malade et le cocu imaginaire, dans Néron, Mithridate, Atrée, Phocas, Sertorius et tant d'autres caractères tragiques ou comiques, où la sensibilité est diamétralement opposée à l'esprit du rôle, la facilité de connaître et de copier toutes les natures. Croyez-moi, ne multiplions pas les causes lorsqu'une suffit à tous les phénomènes. Tantôt le poète a senti plus fortement que le comédien, tantôt et plus souvent peut-être le comédien a conçu plus fortement que le poète, et rien n'est plus dans la vérité que cette exclamation de Voltaire, entendant la Clairon dans une de ses pièces. Est-ce bien moi qui ai fait cela? Est-ce que la Clairon en sait plus que Voltaire? Dans ce moment, du moins, son modèle idéal en déclamant était bien au-delà du modèle idéal que le poète s'était fait en écrivant. Mais ce modèle idéal n'était pas elle. Quel était donc son talent? Celui d'imaginer un grand fantôme et de le copier de génie. Elle imitait le mouvement, les actions, les gestes, toute l'expression d'un être fort au-dessus d'elle. Elle avait trouvé ce qu'Eschine, récitant une oraison de Démosthène, ne put jamais rendre, le mugissement de la bête. Il disait à ses disciples, « Si cela vous affecte si fort, qu'aurait-ce donc été si audivesitis bestiam mugentum » si vous aviez entendu la bête mugir, Saint Jérôme. Le poète avait engendré l'animal terrible, la Clairon le faisait mugir. Ce serait un singulier abus des mots que d'appeler sensibilité cette facilité de rendre toute nature, même les natures féroces. La sensibilité, selon la seule acception qu'on ait donnée jusqu'à présent à ce terme, est, ce me semble, cette disposition compagne de la faiblesse des organes, suite de la mobilité du diaphragme, de la vivacité de l'imagination, de la délicatesse des nerfs qui inclinent à compatir, à frissonner, à admirer, à craindre, à se troubler, à pleurer, à s'évanouir, à secourir, à fuir, à crier, à perdre la raison, à exagérer, à mépriser, à dédaigner, à n'avoir aucune idée précise du vrai, du bon et du beau, à être injuste, à être fou. Multipliez les âmes sensibles et vous multiplierez en même proportion les bonnes et les mauvaises actions en tout genre, les éloges et les blâmes outrés. Poète, travaillez-vous pour une nation délicate, vaporeuse et sensible? Renfermez-vous dans les harmonieuses, tendres et touchantes élégies de Racine? Elles se sauveraient des boucheries de Shakespeare. Ces âmes faibles sont incapables de supporter des secousses violentes. Gardez-vous bien de leur présenter des images trop fortes. Montrez-leur, si vous voulez, le fils tout dégoûtant du meurtre de son père et sa tête à la main demandant son salaire. China de Corneille. Mais n'allez pas au-delà. Si vous osiez leur dire avec Homère « Où vas-tu, malheureux? Tu ne sais donc pas que c'est à moi que le ciel envoie les enfants des pères infortunés. Tu ne recevras pas les derniers embrassements de ta mère. Déjà je te vois étendu sur la terre, déjà je vois les oiseaux de proie rassemblés autour de son cadavre. De ton cadavre, t'arracher les yeux de la tête en battant les ailes de joie. Toutes nos femmes s'écrieraient en détournant la tête. Ah, l'horreur! Ce serait bien pis si ce discours prononcé par un grand comédien était encore fortifié de sa véritable déclamation. Je suis tenté de vous interrompre pour vous demander ce que vous pensez de ce vase présenté à Gabriel de Vergy qui y voit le cœur sanglant de son amant. Je vous répondrai qu'il faut être conséquent et que quand on se révolte contre ce spectacle, il ne faut pas souffrir qu'Oedipe se montre avec ses yeux crevés et qu'il faut chasser de la scène Philoctète, tourmenté de sa blessure et exhalant sa douleur par des cris inarticulés. Les anciens avaient, ce me semble, une autre idée de la tragédie que nous, et ces anciens-là, c'étaient les Grecs, c'étaient les Athéniens, ce peuple si délicat qui nous a laissé en tout genre des modèles que les autres nations n'ont point encore égalés. Eschyle, Sophocle, Euripide ne veillaient pas des années entières pour ne produire que de ces petites impressions passagères qui se dissipent dans la gaieté d'un souper. Ils voulaient profondément attrister sur le sort des malheureux. Ils voulaient non pas amuser seulement leurs concitoyens, mais les rendre meilleurs. Avaient-ils tort? Avaient-ils raison?
Pour cet effet, il faisait courir sur la scène des Euménides, suivant la trace du parricide, et conduite par la vapeur du sang qui frappait leur droit. Ils avaient trop de jugement pour applaudir à ces imbroglios, à ces escamotages de poignards qui ne sont bons que pour des enfants. Une tragédie n'est selon moi qu'une belle page historique qui se partage en un certain nombre de repos marqués. On attend le shérif, il arrive, il interroge le seigneur du village, il lui propose d'apostasier, celui-ci s'y refuse, il le condamne à mort, il l'envoie dans les prisons. La fille vient demander la grâce de son père, le shérif la lui accorde à une condition révoltante, le seigneur du village est mis à mort. Les habitants poursuivent le shérif, il fuit devant eux, l'amant de la fille du seigneur l'étend, mort d'un coup de poignard, et l'atroce intolérant meurt au milieu des imprécations. Il n'en faut pas davantage à un poète pour composer un grand ouvrage. Que la fille aille interroger sa mère sur son tombeau pour apprendre ce qu'elle doit à celui qui lui a donné la vie, qu'elle soit incertaine sur le sacrifice de l'honneur que l'on exige d'elle, que dans cette incertitude elle tienne son amant loin d'elle et se refuse au discours de sa passion, qu'elle obtienne la permission de voir son père dans les prisons, que son père veuille l'unir à son amant et qu'elle n'y consente pas, qu'elle se prostitue, que tandis qu'elle se prostitue, son père soit mis à mort, que vous ignoriez sa prostitution jusqu'au moment où son amant, la trouvant désolée de la mort de son père, il en apprend le sacrifice qu'elle a fait pour le sauver, qu'alors le shérif, poursuivi par le peuple, arrive et soit massacré par l'amant. Voilà une partie des détails d'un pareil sujet. Diderot dresse ici le plan d'une tragédie, le shérif, qu'il avait en projet en 1769, l'année même où il commence à écrire le paradoxe.